Le 23 octobre 1988, deux couples d'amis inséparables ont quitté un restaurant du quartier de Chantenay à Nantes. Julien et Sophie Marchand, Vincent et Céline Laurent. 4 personnes avec des vies stables, des emplois respectés, des familles qui les attendaient. Ils sont montés dans leurs voitures respectives vers 22h30. Leurs véhicules ont été retrouvés garés près de leur domicile quelques heures plus tard. Mais eux, ils n'ont plus jamais été revus. Pendant 15 ans, leurs proches ont vécu dans l'ignorance la plus totale, cherchant désespérément des réponses. Jusqu'à ce qu'en 2003, une confession bouleversante révèle une vérité qui était là, sous les yeux de tous, depuis le début. Comment 4 adultes peuvent-ils disparaître sans laisser la moindre trace dans une ville comme Nantes? Et surtout, qui détenait le secret qui allait tout faire basculer? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, octobre 1988. La ville portuaire de Loire-Atlantique vivait alors une période de transformation. Les anciens chantiers navals fermaient progressivement leurs portes, laissant place à de nouveaux quartiers résidentiels. Le quartier de Chantenay, autrefois ouvrier, devenait peu à peu un secteur prisé par les jeunes couples de la classe moyenne. Julien Marchand avait 32 ans. Professeur d'histoire au lycée Clemenceau, il était connu pour sa passion contagieuse pour la Révolution française et son approche pédagogique innovante. Grand, mince, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air intellectuel, il avait cette capacité rare de captiver ses élèves, même les plus réticents. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de méthodique, presque obsessionnel dans sa préparation de cours. Il annotait tout, gardait des fiches détaillées sur chaque sujet enseigné. Sophie, son épouse, avait 30 ans. Infirmière au service de pédiatrie d'un hôpital municipal, elle incarnait la douceur et la patience. Ses cheveux châtains toujours attachés en chignon, son sourire chaleureux qui apaisait les enfants malades et leurs parents inquiets. Elle avait choisi ce métier après avoir perdu sa jeune sœur d'une leucémie à l'âge de 15 ans. Cette tragédie familiale l'avait marquée profondément, lui donnant une empathie particulière envers la souffrance d'autrui. Le couple habitait un appartement au 3e étage d'un immeuble de la rue Paul Bellamy, dans le quartier Au Pavé. Mariés depuis 8 ans, ils formaient ce que tout le monde considérait comme un couple solide. Pas d'enfants encore, mais ils en parlaient souvent. Sophie voulait attendre d'avoir une situation plus stable, peut-être acheter une maison avec un jardin avant de fonder une famille. Vincent Laurent, 34 ans, était ingénieur naval. Il travaillait pour un bureau d'études qui conseillait les entreprises en reconversion après la fermeture des chantiers. C'était un homme pragmatique, aux épaules larges, avec une voix grave et un rire tonitruant qui résonnait dans les pièces. Il avait rencontré Julien à l'université de Nantes en 1975, lorsque tous deux participaient aux mêmes manifestations étudiantes. Leur amitié s'était construite sur des débats passionnés qui duraient jusqu'au petit matin, sur la politique, l'avenir de la France, le sens de la vie. Céline Laurent, 31 ans, était architecte dans un cabinet du centre-ville. Petite, énergique, avec des cheveux noirs coupés courts et un regard perçant, elle portait toujours des vêtements aux couleurs vives qui reflétaient sa personnalité extravertie. Elle avait grandi à Nantes, dans une famille de commerçants du marché de Talensac. Son parcours universitaire avait été brillant. Elle faisait partie des rares femmes architectes de sa génération dans la région. Les deux couples s'étaient rencontrés lors d'un dîner organisé par des amis communs en 1979. L'alchimie avait été immédiate. Ils partageaient les mêmes goûts culturels, la même passion pour le cinéma d'auteur, les mêmes convictions politiques de gauche modérées. Rapidement, ils étaient devenus inséparables. Dîners hebdomadaires, week-ends à la campagne, vacances communes en Bretagne chaque été. Vincent et Céline vivaient dans une maison mitoyenne du quartier d'Oulon, qu'ils avaient achetée 2 ans auparavant. Céline l'avait rénovée elle-même, transformant l'intérieur sombre en un espace lumineux et moderne. Le jardin arrière était leur fierté,
où Vincent cultivait des légumes et où ils organisaient des barbecues dès les premiers beaux jours. Cette année-là, 1988, l'automne était particulièrement pluvieux. Les feuilles des platanes bordant les quais de la Loire tombaient prématurément, formant un tapis glissant sur les trottoirs. Le vent de l'Atlantique soufflait fort, apportant cette humidité caractéristique qui s'infiltrait dans les eaux. Le samedi 22 octobre 1988, la journée avait commencé normalement pour les deux couples. Julien avait corrigé des copies toute la matinée dans son bureau à domicile. Sophie avait fait les courses au marché de Talensac, rapportant des légumes frais et du poisson pour le dîner prévu le lendemain. Vincent était allé courir le long de l'Erdre, son rituel du samedi matin. Céline avait travaillé sur un projet d'architecture pour un client exigeant, des plans étalés sur la grande table de leur salon. Vers 16 heures, Julien avait téléphoné à Vincent pour confirmer le dîner du lendemain soir. Ils avaient réservé une table dans un petit restaurant du quartier de Chantenay, un établissement familial qu'ils fréquentaient régulièrement. Le patron les connaissait bien, leur gardait toujours leur table préférée près de la fenêtre donnant sur la rue. Le dimanche 23 octobre, le ciel était chargé de nuages gris anthracite. La pluie commençait à tomber en fin d'après-midi, une pluie fine et persistante typique de l'automne nantais. Sophie avait appelé sa belle-mère, Marguerite Marchand, vers 17 heures. Une conversation banale sur la santé du père de Julien, qui venait de se faire opérer d'une hernie. Marguerite se souviendrait plus tard que sa belle-fille semblait d'excellente humeur, qu'elle riait facilement, qu'elle parlait avec enthousiasme du dîner prévu. Les deux couples s'étaient retrouvés devant le restaurant vers 20 heures. Céline portait un imperméable jaune vif, Sophie une veste en jean sous un parapluie noir. Les hommes avaient couru sous la pluie depuis leur voiture garée un peu plus loin dans la rue. Le patron du restaurant, Monsieur Leroy, un homme bedonnant d'une cinquantaine d'années avec une moustache grisonnante, les avait accueillis chaleureusement. La soirée s'était déroulée dans la bonne humeur habituelle. Monsieur Leroy se rappellerait plus tard chaque détail de cette soirée, car ce serait la dernière fois qu'il verrait ses clients réguliers. Ils avaient commandé des huîtres en entrée, puis Julien et Vincent avaient pris du bar grillé, Sophie et Céline avaient choisi le canard. Ils avaient partagé 2 bouteilles de muscadet, un vin blanc sec de la région qu'ils appréciaient particulièrement. Les conversations avaient porté sur leurs projets futurs. Vincent parlait d'une opportunité professionnelle intéressante à Bordeaux, mais il hésitait à cause de l'attachement de Céline à Nantes. Sophie évoquait son désir de prendre des vacances en Italie au printemps suivant. Julien racontait une anecdote amusante sur un de ses élèves qui avait confondu Louis XIV avec Louis XVI dans une dissertation. Une autre table était occupée ce soir-là par un couple de personnes âgées, les Gauthier, habitués du dimanche soir. Madame Gauthier témoignerait plus tard qu'elle avait remarqué les 4 jeunes gens parce qu'ils semblaient tellement heureux, insouciants. Elle avait même dit à son mari « Regarde comme ils ont l'air bien ensemble, ces 4-là ». Vers 22h15, Julien avait demandé l'addition. Ils avaient partagé la note comme d'habitude, chaque couple payant sa part. Monsieur Leroy se souvenait que Vincent avait plaisanté sur le prix des huîtres qui augmentait chaque année. Ils étaient restés encore quelques minutes à bavarder dans l'entrée du restaurant, attendant que la pluie diminue légèrement. À 22h30 précises, selon l'horloge du restaurant, ils étaient sortis. Monsieur Leroy les avait regardés s'éloigner sous leur parapluie, se séparant en 2 groupes pour rejoindre leur voiture. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait ensemble. Le lundi matin, 24 octobre, l'inquiétude avait commencé à monter. Julien n'était pas venu au lycée Clemenceau. Son absence sans prévenir était totalement inhabituelle. Le proviseur, M. Arnaud, avait essayé de le joindre à plusieurs reprises, tombant systématiquement sur le répondeur. Sophie n'était pas non plus à l'hôpital pour sa garde de 8 heures. L'infirmière-chef avait appelé chez eux, sans réponse. Vincent n'était pas arrivé à son bureau d'études. Sa secrétaire, Madame Fontaine, s'était inquiétée immédiatement car il avait une réunion importante prévue à 9 heures avec un client. Céline n'avait pas ouvert son cabinet d'architecture. Son associé, M. Blanchard, avait attendu jusqu'à midi, avant de commencer à téléphoner aux hôpitaux.
C'est Marguerite Marchand qui avait alerté la police en premier. Vers 14 heures, après avoir appelé chez son fils toute la matinée sans succès, elle s'était rendue à leur appartement. Le gardien de l'immeuble lui avait ouvert. L'appartement était vide, silencieux. Tout semblait en ordre. Le lit était fait, la vaisselle du petit déjeuner du dimanche matin était encore dans l'évier. Les clés de Julien étaient posées sur la commode de l'entrée, son portefeuille aussi. Le sac à main de Sophie était sur le canapé du salon. La police avait d'abord suggéré d'attendre 48 heures. Les adultes avaient le droit de disparaître volontairement. Mais Marguerite avait insisté. Son fils ne serait jamais parti sans prévenir, sans prendre ses clés et son portefeuille. C'était impensable. L'inspecteur Henri Fontaine avait été assigné à l'affaire. Vétéran de 48 ans, il travaillait à la brigade criminelle de Nantes depuis 20 ans. Homme carré, aux cheveux gris coupés courts, il avait ce regard fatigué de ceux qui ont vu trop de tragédies humaines. Mais il était réputé pour son sérieux et sa ténacité. Les premières vérifications avaient été méthodiques. Les voitures des deux couples avaient été localisées rapidement. La Renault 5 bleue de Julien et Sophie était garée rue Paul Bellamy, à 100 mètres de leur immeuble. La Peugeot 305 grise de Vincent et Céline était devant leur maison de Doulon. Aucun signe d'effraction, aucune trace suspecte à l'intérieur des véhicules. Les relevés bancaires ne montraient aucun retrait inhabituel. Les dernières opérations dataient du vendredi 21 octobre. Julien avait retiré 200 francs à un distributeur. Sophie avait payé les courses au marché par chèque. Vincent avait fait le plein d'essence. Céline avait acheté des fournitures de bureau. L'inspecteur Fontaine avait interrogé Monsieur Leroy longuement. Le patron du restaurant avait été formel. Les 4 convives semblaient détendus, heureux, aucune tension perceptible entre eux. Ils parlaient de l'avenir, pas de quelqu'un qui s'apprête à disparaître. Madame Gauthier avait confirmé cette impression. Un détail troublant était apparu rapidement. Entre le moment où ils avaient quitté le restaurant à 22h30 et l'heure présumée où ils auraient dû arriver chez eux vers 23h, il s'était écoulé environ 30 minutes. Or, le trajet du restaurant au domicile des Marchands prenait 15 minutes maximum. Celui vers la maison des Laurent, à peine 20 minutes. Que s'était-il passé pendant ce temps? Les jours suivants avait été un tourbillon d'activités policières. Des équipes avaient ratissé les quais de la Loire, les parcs, les zones boisées autour de Nantes. Des plongeurs avaient exploré l'Erdre et certains points de la Loire. Rien, pas un indice, pas un vêtement, pas le moindre signe qu'ils étaient passés par là. Les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire rapidement. 4 Nantais disparaissent mystérieusement, titrait Ouest France le 26 octobre. Les photos des disparus circulaient dans toute la région. Julien avec son air sérieux derrière ses lunettes, Sophie avec son sourire doux, Vincent robuste et confiant, Céline énergique et rayonnante. Marguerite Marchand était dévastée. Cette femme de 58 ans, professeure de français retraitée, ne pouvait accepter l'absence d'explication. Elle passait ses journées à coller des affiches dans toute la ville, à interpeller les passants, à organiser des battues avec des bénévoles. Son mari, Robert, tentait de la raisonner, mais il partageait sa détresse. Leur fils unique avait disparu dans des circonstances incompréhensibles. Les parents de Sophie, les Mercier, avaient également perdu une fille dans leur jeunesse. Revivre cette douleur de la perte était insupportable. Madame Mercier avait été hospitalisée 2 semaines après la disparition, victime d'une crise d'angoisse sévère. Les parents de Vincent, agriculteurs retraités vivant en Vendée, étaient montés s'installer temporairement à Nantes pour participer aux recherches. Monsieur Laurent, homme taiseux, habitué au travail de la terre, errait dans les rues de la ville avec des photos de son fils, questionnant inlassablement les commerçants, les passants. Les parents de Céline tenaient toujours leur stand au marché de Talensac. Madame Ferrand continuait à vendre ses légumes, mais son visage s'était creusé, ses yeux avaient perdu leur éclat. Elle scrutait chaque client, espérant entendre quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer la disparition de sa fille unique. L'inspecteur Fontaine explorait toutes les pistes.
La théorie d'une fuite volontaire avait été rapidement écartée. Aucun des quatre n'avait de raison apparente de fuir. Pas de dettes cachées, pas de problèmes conjugaux connus, pas d'ennuis professionnels. Leur compte bancaire n'avait jamais été touché après le 23 octobre. Leur passeport était resté dans leur domicile. La piste criminelle semblait plus probable. Mais là encore, les investigations patinaient. Aucun des quatre n'avait d'ennemis identifiés. Julien était un enseignant apprécié. Sophie était adorée à l'hôpital. Vincent entretenait de bonnes relations professionnelles. Céline avait une réputation excellente dans son domaine. Une théorie avait circulé pendant quelques semaines. Et si le couple Marchand et le couple Laurent avaient été témoins d'un crime cette nuit-là? Peut-être avaient-ils vu quelque chose entre le restaurant et leur domicile, quelque chose qui aurait nécessité de les faire disparaître. Mais cette hypothèse ne menait nulle part. Aucun crime n'avait été signalé cette nuit-là à Nantes, aucun incident notable. Les collègues de Julien au lycée avaient été interrogés longuement. Tous dépeignaient un homme consciencieux, peut-être un peu trop sérieux parfois, mais jamais impliqué dans quoi que ce soit de louche. Sa dernière semaine de cours avait été normale. Il préparait un voyage scolaire à Paris pour le mois de décembre, discutait avec enthousiasme d'un nouveau programme sur la Révolution française. Les infirmières de l'hôpital où travaillait Sophie racontaient une femme dévouée, attentive aux besoins des enfants malades et de leurs familles. Quelques jours avant sa disparition, elle avait parlé d'acheter un appartement plus grand, peut-être envisager d'avoir un enfant dans les 2 prochaines années. Pas les projets de quelqu'un qui s'apprête à disparaître. Au bureau d'études, les collègues de Vincent décrivaient un homme ambitieux mais loyal. Il travaillait sur plusieurs projets importants. Sa secrétaire, Madame Fontaine, mentionnait qu'il semblait préoccupé les dernières semaines, mais uniquement par une négociation contractuelle complexe. Rien de personnel, rien d'inquiétant. L'associé de Céline, Monsieur Blanchard, était particulièrement affecté par sa disparition. Ils avaient monté leur cabinet ensemble 5 ans auparavant et partageaient une relation professionnelle harmonieuse. Céline travaillait sur la rénovation d'un bâtiment historique dans le centre de Nantes, un projet qui la passionnait. Elle avait rendez-vous avec les clients le mardi 25 octobre. Elle ne s'y était jamais présentée. Les mois passaient, puis les années. L'affaire restait ouverte, mais les recherches actives diminuaient progressivement. L'inspecteur Fontaine gardait le dossier sur son bureau, y revenant régulièrement, relisant les témoignages, cherchant ce qu'il aurait pu manquer. En 1989, une fausse piste avait ravivé les espoirs. Un homme prétendait avoir vu 4 personnes, correspondant aux descriptions, embarquées sur un bateau à Saint-Nazaire la nuit de leur disparition. Les enquêteurs avaient vérifié tous les registres d'embarquement. Rien. Le témoin s'était rétracté, admettant avoir voulu attirer l'attention. En 1991, des ossements avaient été découverts dans une forêt près de Nantes. Les familles avaient vécu des jours d'angoisse insoutenables, avant que les analyses ADN confirment qu'il ne s'agissait pas des disparus. Marguerite Marchand refusait d'abandonner. Elle avait créé une association pour les familles de disparus. Chaque année, le 23 octobre, elle organisait une marche silencieuse dans les rues de Nantes. Au début, des centaines de personnes participaient. Avec le temps, il n'était plus que quelques dizaines. Mais elle continuait, inlassable. Les appartements et la maison des disparus étaient restés intacts pendant des années. Les familles ne pouvaient se résoudre à vider ces lieux chargés de souvenirs et d'espoir. L'appartement des Marchands gardait les livres de Julien alignés sur les étagères, les photos de Sophie sur les murs. La maison des Laurent conservait les plans de Céline sur sa table de travail, les outils de jardinage de Vincent dans le garage. Le temps transformait le chagrin. Monsieur Mercier, le père de Sophie, était décédé d'une crise cardiaque en 1993. Les médecins disaient que le stress de la disparition de sa fille avait fragilisé son cœur. Madame Mercier s'était renfermée sur elle-même, refusant de quitter sa maison, attendant un coup de téléphone qui ne venait jamais. En 1995, l'inspecteur Fontaine avait pris sa retraite. Avant de partir, il avait transmis le dossier à un jeune inspecteur, Christophe Arnaud, en lui disant « Ce cas me hante depuis 7 ans.
Il y a quelque chose que nous avons manqué, j'en suis certain. Quelque chose d'évident que nous n'avons pas vu. Le jeune inspecteur Arnaud avait repris toutes les investigations depuis le début. Il avait réinterrogé les témoins, réexaminé les relevés bancaires, revisité les lieux, mais lui non plus ne trouvait rien. C'était comme si 4 personnes s'étaient littéralement évaporées ce soir d'octobre 1988. Monsieur Blanchard, l'associé de Céline, avait dû fermer le cabinet d'architecture. Sans sa partenaire, il ne pouvait maintenir l'activité. Il était parti travailler à Lyon, emportant avec lui le poids de l'absence inexpliquée de sa collègue. Au lycée Clemenceau, une nouvelle génération d'élèves occupait les salles de classe. Ils ne connaissaient pas M. Marchand, mais certains professeurs plus anciens racontaient encore l'histoire de leurs collègues disparus. Une légende urbaine s'était développée parmi les lycéens. Le fantôme du professeur d'histoire entrait les couloirs la nuit. À l'hôpital, une jeune infirmière avait pris le poste de Sophie au service pédiatrie. Mais les anciennes collègues se souvenaient encore de sa gentillesse, de sa patience avec les enfants difficiles, de son rire cristallin dans le couloir. La vie avait continué à Nantes. Le quartier de Chantenay avait achevé sa transformation. Le restaurant où ils avaient dîné pour la dernière fois avait changé de propriétaire en 1995. Le nouveau patron ne connaissait pas l'histoire. Les tables avaient été remplacées, la décoration modernisée. Plus rien ne rappelait cette soirée d'octobre. Mais pour les familles, le temps s'était arrêté le 23 octobre 1988 à 22h30. L'absence de corps, l'absence de réponse créait une douleur particulière. Impossible de faire le deuil sans savoir. Impossible d'avancer sans comprendre. L'hiver 2003 fut particulièrement rigoureux à Nantes. Des tempêtes successives balayaient la côte atlantique, apportant des pluies diluviennes et des vents violents. La Loire connaissait sa plus forte crue depuis 20 ans. Les quais étaient inondés, les promenades le long du fleuve fermées au public. Marguerite Marchand avait maintenant 73 ans. 15 années s'étaient écoulées depuis la disparition de son fils. Son mari Robert était mort 2 ans auparavant, emportant avec lui le secret espoir de revoir Julien un jour. Elle vivait seule dans leur appartement du centre-ville, entourée de photos de son fils, de coupures de presse jaunies, de dossiers qu'elle continuait à compiler inlassablement. Chaque année, elle organisait toujours sa marche commémorative. Le 23 octobre 2002, il n'était plus qu'une dizaine à l'accompagner. Ses amis les plus proches, quelques membres de son association, et curieusement, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'appelait Thomas Girard, un homme d'une 40aine d'années, grand, avec des cheveux grisonnants et un regard triste. Il s'était présenté timidement à Marguerite après la marche. Il avait dit qu'il connaissait son fils, qu'ils avaient travaillé ensemble il y a longtemps. Marguerite avait trouvé cela étrange, car Julien était professeur. Pas le genre de profession où l'on croise beaucoup de monde en dehors du lycée. Mais Thomas était resté vague, s'était excusé d'avoir pris de son temps. Les semaines avaient passé, l'hiver arrivait. Le 28 janvier 2003, en fin d'après-midi, Marguerite avait reçu un appel téléphonique. Une voix d'homme, hésitante, qui demandait s'il pouvait la rencontrer. C'était Thomas Girard. Il disait avoir quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qu'il aurait dû révéler il y a longtemps. Il s'était donné rendez-vous le lendemain dans un café du centre-ville. Marguerite était arrivée avec 1 heure d'avance, trop nerveuse pour attendre chez elle. Thomas était apparu à l'heure convenue, l'air grave, les mains tremblantes. Il avait commandé un café qu'il n'avait pas touché. Ce qu'il allait lui raconter dans les 2 heures suivantes bouleverserait tout ce que la police avait cherché pendant 15 ans. Thomas Girard n'avait jamais travaillé avec Julien. En réalité, il n'avait rencontré Julien qu'une seule fois dans sa vie. Le 23 octobre 1988, vers 23 heures. Thomas habitait alors le quartier de Chantenay. Cette nuit-là, il rentrait chez lui après avoir passé la soirée chez sa sœur. Il conduisait prudemment à cause de la pluie. En tournant dans une rue étroite près des anciens entrepôts du port, ses phares avaient éclairé une scène qu'il n'avait jamais oubliée. 2 voitures étaient arrêtées en plein milieu de la chaussée, toutes lumières allumées.
4 personnes se tenaient debout entre les véhicules sous la pluie battante. Même à distance, Thomas avait perçu la tension de la scène, les gestes vifs, les voix qui portaient malgré le bruit de la pluie. Il avait ralenti instinctivement. L'un des hommes semblait bouleversé, l'autre essayait de le calmer. Les 2 femmes se tenaient légèrement en retrait. Thomas s'était arrêté à une vingtaine de mètres, ne sachant que faire. Fallait-il intervenir? Appeler la police? Mais rien ne semblait vraiment violent, juste une dispute intense. Puis l'homme bouleversé avait crié quelque chose que Thomas n'avait pas compris distinctement à cause de la pluie. L'autre homme avait tenté de le saisir par le bras. C'est alors que Thomas avait vu l'un d'eux monter rapidement dans l'une des voitures et démarrer en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. La voiture avait dérapé légèrement en tournant au coin de la rue. Les 3 autres personnes étaient restées immobiles un instant, comme figées. Puis elles aussi étaient montées dans l'autre véhicule et étaient parties dans la même direction, suivant la première voiture. Thomas était resté là, sous la pluie, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Il avait hésité à signaler l'incident à la police, mais finalement, il s'était dit que ce n'était probablement qu'une dispute entre amis ou en famille. Rien de grave. Il était rentré chez lui et avait oublié l'incident. Jusqu'au lendemain soir, quand il avait vu les informations télévisées. Les photos de 4 personnes disparues. Il avait immédiatement reconnu les visages. C'étaient eux, les 4 personnes qu'il avait vues se disputer sous la pluie. La panique l'avait saisi. Pourquoi n'avait-il rien dit immédiatement? Maintenant, s'il témoignait, la police pourrait penser qu'il était impliqué. Il serait suspect. Et puis, que savait-il vraiment? Il avait vu une dispute. Des gens qui partaient en voiture. Rien de criminel. Rien qui explique leur disparition. Les jours étaient passés, puis les semaines. L'affaire faisait la une des journaux. Thomas suivait chaque développement avec une anxiété grandissante. Chaque fois qu'il pensait appeler la police, la peur le paralysait. Peur d'être accusé, peur de ne pas être cru, peur de détruire sa propre vie pour un témoignage qui n'apporterait peut-être rien. Les années avaient défilé. Thomas avait déménagé à Rennes en 1990 pour son travail. Il s'était marié, avait eu 2 enfants. Mais le poids de son silence ne l'avait jamais quitté. Chaque année, en octobre, il repensait à cette nuit, à ces 4 personnes sous la pluie. Il cherchait des articles sur l'affaire, espérant qu'elle soit résolue sans son témoignage. En 2002, il était revenu vivre à Nantes après un divorce difficile. Un soir, en marchant dans le centre-ville, il avait vu l'affiche pour la marche commémorative organisée par Marguerite Marchand. Le visage de Julien sur l'affiche l'avait hanté pendant des semaines. Il avait décidé de participer à la marche, sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour voir de près la mère de cet homme, pour comprendre sa douleur. Après la marche, il avait voulu tout lui raconter, mais les mots ne sortaient pas. Il était parti en se promettant de revenir. Les mois avaient passé. L'hiver 2003 était arrivé. Thomas ne dormait plus. La culpabilité le rongeait. Il fallait qu'il parle, peu importe les conséquences. Marguerite l'écoutait, le visage livide. 15 ans. 15 années à chercher son fils, à imaginer le pire, alors que cet homme détenait peut-être la clé du mystère. Mais elle gardait son calme, consciente que la colère ne servirait à rien maintenant. Il fallait comprendre, il fallait savoir. Thomas lui donna tous les détails qu'il se rappelait. La rue exacte où il avait vu la scène. L'heure approximative. Entre 23h et 23h15. La description des voitures, une bleue, peut-être une Renault, et une grise. La disposition des 4 personnes. Les gestes, les voix dans la nuit. Le plus important, la direction qu'avaient prise les voitures. Elles n'allaient ni vers le domicile des Marchands, ni vers celui des Laurent. Elle se dirigeait vers les anciens entrepôts du port, une zone industrielle en partie désaffectée à l'époque, près des quais de la Loire. Marguerite Marchand avait appelé l'inspecteur Arnaud dès la fin de sa rencontre avec Thomas Girard. Le policier était arrivé dans l'heure, accompagné de son collègue l'inspecteur Dubois. Ils avaient emmené Thomas au commissariat central de Nantes pour un interrogatoire formel. Thomas avait répété son témoignage, ajoutant tous les détails dont il se souvenait. Les inspecteurs prenaient des notes méthodiquement, posaient des questions précises. Pourquoi n'avait-il pas témoigné plus tôt?
Thomas avait expliqué sa peur, sa lâcheté. Il acceptait les conséquences. Il voulait juste que la vérité soit découverte. L'inspecteur Arnaud savait que ce témoignage tardif poserait des problèmes juridiques. 15 ans après les faits, la plupart des preuves physiques auraient disparu. Mais c'était la première vraie piste depuis le début de l'enquête. Il fallait la suivre jusqu'au bout. Le lendemain matin, 30 janvier 2003, une équipe de policiers se rendait sur les lieux décrits par Thomas. La rue était toujours là, étroite et peu fréquentée, coincée entre d'anciens bâtiments industriels. À l'époque de la disparition, certains de ces entrepôts étaient encore utilisés, d'autres étaient abandonnés. Maintenant, en 2003, la plupart avaient été démolis ou reconvertis en lofts et espaces culturels. Les policiers interrogeaient les rares résidents qui habitaient le quartier depuis 1988. Une vieille dame, Madame Lefebvre, se souvenait avoir entendu des bruits de voitures cette nuit-là. Elle habitait au premier étage d'un petit immeuble donnant sur la rue. La pluie tambourinait si fort contre ses fenêtres qu'elle n'arrivait pas à dormir. Vers 23 heures, elle avait entendu des moteurs, des pneus qui crissaient. Elle s'était dit que c'étaient des jeunes qui faisaient des fous malgré le mauvais temps. Un gardien de nuit qui travaillait dans un entrepôt voisin en 1988 avait depuis pris sa retraite. Les enquêteurs le localisèrent dans une maison de retraite à Saint-Nazaire. Monsieur Valentin, 82 ans maintenant, se souvenait de cette période. Son travail consistait à surveiller les marchandises stockées dans l'entrepôt. Cette nuit du 23 octobre, il faisait ses rondes habituelles. Il n'avait rien remarqué d'inhabituel, mais l'entrepôt était vaste et il ne pouvait pas tout voir. L'inspecteur Arnaud obtenait les plans cadastraux de la zone pour l'année 1988. Plusieurs entrepôts étaient alors en activité, d'autres étaient fermés depuis des années, leurs propriétaires attendant que les terrains prennent de la valeur avec la rénovation du quartier. Certains de ces bâtiments abandonnés avaient des accès faciles, des serrures rouillées, des fenêtres brisées. Une équipe de recherche était constituée. Des maîtres chiens, des techniciens de la police scientifique, des ouvriers municipaux. Ils allaient fouiller systématiquement tous les anciens entrepôts de la zone, même ceux qui avaient été partiellement démolis. Le 3 février 2003, les recherches commençaient. Les chiens reniflaient chaque recoin, les techniciens analysaient le sol, les murs. Le froid de l'hiver rendait le travail difficile. Certains bâtiments n'avaient plus de toit, d'autres étaient envahis par l'humidité et les moisissures. Marguerite Marchand venait chaque jour observer les recherches de loin. Les policiers lui avaient demandé de rester à l'écart, mais elle ne pouvait pas. Après 15 ans d'attente, quelque chose bougeait enfin. Elle restait des heures dehors, malgré le froid, emmitouflée dans un long manteau noir, scrutant chaque mouvement des équipes de recherche. Le 5e jour, le 7 février, un chien avait donné l'alerte dans un entrepôt particulièrement délabré. Le bâtiment avait appartenu à une entreprise de transport fluvial qui avait fait faillite en 1986. Depuis, il était resté vide, attendant un acheteur qui n'était jamais venu. Les techniciens avaient commencé à creuser à l'endroit indiqué par le chien. Le sol était en béton fissuré, recouvert d'une épaisse couche de poussière et de débris. Ils avaient travaillé prudemment, méthodiquement. Vers 16 heures, les pelles avaient heurté quelque chose de dur, mais pas du béton. Quelque chose qui semblait être du métal. L'inspecteur Arnaud avait été appelé immédiatement. Il était arrivé en courant dans l'entrepôt, le cœur battant. Les ouvriers dégageaient avec précaution ce qui se révélait être le toit d'une voiture, une voiture bleue, une Renault 5. Les heures suivantes avaient été les plus longues de l'enquête. Il fallait dégager le véhicule sans détruire les éventuelles preuves. Les techniciens travaillaient avec des outils de précision, retirant chaque pelletée de terre et de gravats avec soin. La nuit était tombée, mais personne ne songeait à s'arrêter. Les projecteurs éclairaient la scène, créant des ombres dansantes sur les murs délabrés. Vers 22 heures, la voiture était entièrement dégagée. C'était bien une Renault 5 bleue. La plaque d'immatriculation était encore lisible sous la saleté. Les policiers vérifièrent immédiatement. C'était la voiture de Julien et Sophie Marchand.
L'inspecteur Arnaud donna l'ordre d'ouvrir le véhicule. Les portières étaient verrouillées. Un serrurier spécialisé les ouvrit délicatement. L'intérieur était vide. Pas de corps, pas de bagages, rien. Juste une voiture abandonnée, enterrée sous un sol d'entrepôt. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un aurait enterré leur voiture ici? Et où étaient les 4 disparus? Les recherches s'intensifièrent dans l'entrepôt et aux alentours. Si la voiture des marchands était là, celle des Laurent devait être proche. Les chiens fouillaient chaque centimètre carré. D'autres équipes inspectaient les entrepôts voisins. Le 9 février, en début de matinée, une seconde voiture était découverte. Dans un bâtiment adjacent, sous une épaisse dalle de béton qui avait été coulée grossièrement. Une Peugeot 305 grise. La voiture de Vincent et Céline Laurent. Cette fois, les techniciens procédèrent avec encore plus de précaution. La dalle de béton était épaisse, bien plus élaborée que le simple recouvrement de terre sur la première voiture. Il fallut 2 jours pour la briser complètement et dégager le véhicule. Le 11 février au soir, la Peugeot était sortie. L'inspecteur Arnaud fit ouvrir les portières. Le coffre, les sièges, tout était vide également. 2 voitures enterrées, mais aucune trace des 4 personnes. C'est en examinant minutieusement l'intérieur de la Peugeot que l'un des techniciens remarqua quelque chose. Sur le siège arrière, coincé entre le dossier et l'assise, un petit carnet. Un agenda de poche gonflé par l'humidité, les pages collées les unes aux autres. Le carnet fut envoyé immédiatement au laboratoire de la police scientifique. Les experts le traitèrent avec des produits spéciaux pour séparer délicatement les pages sans les déchirer. C'était l'agenda de Céline Laurent. Son nom était inscrit à l'intérieur de la couverture. Les pages étaient difficilement lisibles, l'encre avait bavé, mais certains passages restaient déchiffrables. Des rendez-vous professionnels, des notes personnelles. Et sur la page du 23 octobre 1988, une note énigmatique écrite d'une main tremblante. « Il faut que Vincent sache, ce soir. » Cette découverte changeait tout. L'inspecteur Arnaud convoqua toutes les personnes qui avaient été proches des 4 disparus. Marguerite Marchand, les parents de Sophie qui vivaient toujours, la mère de Céline, l'ancien associé de Céline revenu spécialement de Lyon, les anciens collègues de Julien et Vincent. Il fallait comprendre ce que signifiait cette note. Qu'est-ce que Vincent devait savoir et pourquoi ce soir-là précisément? L'inspecteur Arnaud commença par interroger M. Blanchard, l'ancien associé de Céline. Dans les jours précédant le 23 octobre 1988, avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel chez Céline? Blanchard réfléchit longuement. Céline semblait préoccupée, effectivement. Elle passait beaucoup de temps au téléphone ces dernières semaines, des conversations qu'elle prenait dans son bureau fermé. Une fois, il l'avait surprise en train de pleurer. Quand il lui avait demandé ce qui n'allait pas, elle avait dit que ce n'était rien, des soucis personnels. L'inspecteur se tourna vers Madame Ferrand, la mère de Céline. Y avait-il des tensions dans le couple Laurent? Céline lui avait-elle confié quelque chose? La vieille dame hésita. Elle avait gardé un secret pendant 15 ans, pensant protéger la mémoire de sa fille. Mais maintenant, face à ces voitures enterrées, face à cette note mystérieuse, elle devait parler. Céline était venue la voir 3 semaines avant sa disparition. Elle était bouleversée. Elle avait découvert quelque chose qui concernait Vincent. Elle n'entrait pas dans les détails, mais elle disait qu'elle ne savait plus quoi penser de son mari, qu'elle avait peut-être vécu avec un étranger pendant toutes ces années. Madame Ferrand avait essayé de la faire parler, mais Céline était restée évasive. Elle avait dit qu'elle devait d'abord vérifier certaines choses, qu'elle ne voulait pas accuser Vincent sans être sûre. Elle avait promis de revenir en parler une fois qu'elle aurait éclairci la situation. Cette conversation n'avait jamais eu lieu. Céline avait disparu avant de pouvoir revenir. L'inspecteur Arnaud sentait qu'il approchait de la vérité. Il demanda l'accès complet à tous les documents professionnels de Vincent Laurent. Les dossiers de son bureau d'études, ses relevés bancaires détaillés, ses correspondances professionnelles. Une jeune analyste financière de la police, Claire Nolette, éplucha les comptes de Vincent pendant des jours. Elle découvrit quelque chose d'étrange. Des virements réguliers vers un compte à l'étranger, en Suisse.
Des sommes modestes, quelques milliers de francs par mois, mais constants depuis 1985. Elle creusa plus profondément. Ces virements correspondaient à des notes de frais que Vincent avait facturées à différents clients de son bureau d'études. Des frais de déplacement, de restaurant, d'hôtel. Sauf que quand elle vérifia auprès de ses clients, certaines de ces factures étaient fictives. Vincent avait créé de fausses dépenses et détourné l'argent vers son compte suisse. Ce n'était pas une somme énorme. Sur 3 ans, environ 150 000 francs. Mais c'était un détournement de fonds, un délit grave qui aurait pu lui coûter sa carrière et une peine de prison. Céline avait-elle découvert ce détournement? Était-ce cela qu'elle devait révéler à Vincent ce soir-là? L'inspecteur Arnaud reconstitua les événements. Le 23 octobre au soir, après le dîner au restaurant, quelque chose s'était passé entre les deux couples. D'après le témoignage de Thomas Girard, il y avait eu une dispute violente dans cette rue près des entrepôts. Pourquoi était-il allé là-bas après le restaurant au lieu de rentrer directement chez eux? Une hypothèse prenait forme. Céline avait prévu de confronter Vincent ce soir-là. Peut-être avait-elle voulu des témoins, d'où la présence de Julien et Sophie. Ou peut-être Vincent avait-il proposé de les emmener dans un endroit discret pour discuter, loin des regards. Mais la dispute avait mal tourné. D'après Thomas, l'un des hommes était monté dans une voiture et était parti en trombe, suivi par les 3 autres. Que s'était-il passé ensuite? L'inspecteur obtint l'autorisation de faire effectuer des fouilles plus approfondies dans les 2 entrepôts où les voitures avaient été trouvées. Cette fois, ils cherchèrent des corps. Les équipes travaillèrent pendant 2 semaines. Ils défoncèrent tous les sols en béton, creusèrent dans la terre en dessous, inspectèrent les murs, sondèrent les fondations. Rien. Aucune trace de 4 corps. C'était incompréhensible. Pourquoi enterrer les voitures, mais pas les corps? À moins que... L'inspecteur Arnaud eut une illumination. Il demanda les rapports météorologiques détaillés de la nuit du 23 au 24 octobre 1988. La pluie avait été intense, mais surtout, il y avait eu une tempête violente, avec des vents atteignant 100 km/h. La Loire était en crue. Les quais étaient à moins de 200 mètres des entrepôts. Si quelque chose s'était passé cette nuit-là près du fleuve, avec cette tempête, cette crue, une nouvelle équipe fut mobilisée, des plongeurs de la police, des spécialistes des recherches en milieu aquatique. Ils allaient draguer le fond de la Loire dans le secteur proche des entrepôts. Les opérations commencèrent le 1er mars 2003. L'eau était froide, la visibilité quasi nulle. Les plongeurs progressaient lentement, méthodiquement. Le fleuve avait charrié des tonnes de débris en 15 ans. Des vélos rouillés, des caddies, des ferrailles diverses. Le 4e jour, le 4 mars, l'un des plongeurs remonta un objet métallique. Un panneau de signalisation complètement corrodé, mais quelque chose y était accroché. Un bout de tissu presque désintégré, mais encore reconnaissable. Un imperméable jaune. Céline portait un imperméable jaune le soir de sa disparition. Tous les témoins l'avaient confirmé. Les plongeurs concentrèrent leurs recherches dans cette zone précise. Le lendemain, ils découvraient des ossements humains pris dans les algues et la vase, puis d'autres, et encore d'autres. Il fallut 3 jours pour tout remonter. Les restes de 4 corps. L'analyse ADN confirma l'identité. Julien Marchand, Sophie Marchand, Vincent Laurent, Céline Laurent. Mais comment étaient-ils morts? Les ossements furent examinés par un médecin légiste spécialisé. Son rapport fut sans appel. Aucune trace de traumatisme violent, pas de fracture, pas de signe de coup. Les 4 personnes étaient mortes par noyade. Mais comment 4 adultes pouvaient-ils se noyer en même temps dans la Loire? Et pourquoi leurs corps n'avaient-ils jamais été retrouvés auparavant? L'inspecteur Arnaud continuait à chercher. Il manquait une pièce du puzzle. Il retourna interroger tous les témoins, en particulier Thomas Girard. Il lui fit revoir encore et encore ce qu'il avait vu cette nuit-là. Thomas se concentra. La dispute, l'homme qui monte dans la voiture et part, les 3 autres qui le suivent. Mais il y avait autre chose, un détail qu'il avait oublié ou qu'il n'avait pas jugé important,
La première voiture qui était partie, elle n'avait pas juste tourné au coin de la rue, elle avait pris la direction des quais. Et elle roulait très vite, dangereusement vite pour une nuit de tempête. Un accident. C'était la seule explication logique. L'un d'eux conduisait sous le coup de l'émotion, de la colère ou du désespoir. Il avait perdu le contrôle du véhicule. Et la voiture avait plongé dans la Loire en crue. Les trois autres, en voyant ce qui venait de se passer, avaient essayé de porter secours. Ils étaient descendus vers les quais, peut-être avaient-ils plongé dans l'eau glacée pour sauver leur ami. Mais le courant était trop fort, la tempête trop violente. Ils s'étaient noyés tous les quatre. Mais alors, qui avait enterré les voitures? La réponse vint d'un dernier examen des véhicules. Les techniciens trouvèrent des fibres textiles sur le volant de la Renault et dans le coffre de la Peugeot. Des fibres d'un vêtement de travail, un bleu de travail comme ceux portés par les ouvriers et les gardiens. L'inspecteur Arnaud retourna voir Monsieur Valentin, l'ancien gardien de nuit. Cette fois, il le pressa avec plus d'insistance. Que s'était-il vraiment passé cette nuit-là? Le vieil homme de 82 ans s'effondra. Il raconta tout. Il avait vu la voiture plonger dans la Loire. Il avait vu les trois autres essayer de sauver les occupants, puis se faire emporter par le courant. Il était resté pétrifié sur le quai, incapable de faire quoi que ce soit. Quand tout était fini, quand le fleuve avait avalé les quatre personnes, il avait vu les deux voitures abandonnées, près des quais. Il avait paniqué. S'il appelait la police, il devrait expliquer pourquoi il n'était pas intervenu, pourquoi il avait regardé quatre personnes se noyer sans rien faire. Il serait accusé de non-assistance à personne en danger. Il perdrait son travail, peut-être irait-il en prison. Alors, il avait pris une décision terrible. Il avait conduit les deux voitures dans l'entrepôt voisin, celui qui était vide. Il avait creusé grossièrement pour enterrer la première, puis avait coulé du béton sur la seconde. Il pensait que personne ne les trouverait jamais. Il pensait qu'on croirait que les quatre personnes avaient fui quelque part, qu'elles s'étaient volatilisées. Pendant 15 ans, il avait vécu avec ce secret. 15 ans à voir les familles chercher, à lire les articles dans les journaux, à entendre parler de l'affaire, mais il n'avait rien dit, par lâcheté, par peur des conséquences. Le 8 mars 2003, l'inspecteur Arnaud convoqua une conférence de presse. Les médias nationaux étaient présents. L'affaire des quatre disparus de Nantes avait marqué les esprits pendant 15 ans. Maintenant, enfin, il y avait des réponses. L'inspecteur expliqua ce qui s'était réellement passé cette nuit du 23 octobre 1988. Le détournement de fonds découvert par Céline, la confrontation prévue ce soir-là, la dispute qui avait mal tourné. L'un d'eux, probablement Vincent ou Julien, submergé par l'émotion, montant dans une voiture et conduisant de façon imprudente vers les quais. L'accident fatal. Les autres tentant désespérément de sauver leur ami et se noyant à leur tour dans la Loire en tempête. Et le gardien de nuit qui, par lâcheté, avait fait disparaître les voitures au lieu d'appeler les secours, transformant une tragédie en mystère insondable. Thomas Girard serait poursuivi pour non-dénonciation d'informations permettant d'éviter des recherches inutiles. Mais vu les circonstances et son témoignage tardif mais crucial, sa peine serait légère. Monsieur Valentin, 82 ans, fragile, serait également poursuivi pour entrave à la justice et non-assistance à personne en danger. Mais son grand âge et son état de santé feraient que le tribunal serait clément. Pour les familles, c'était enfin la fin de l'incertitude. Marguerite Marchand put organiser des funérailles pour son fils. Les restes de Julien et Sophie furent inhumés ensemble au cimetière de la Bouteillerie. Vincent et Céline reposèrent côte à côte dans le caveau familial des Ferrand. La mère de Céline révéla aux enquêteurs les documents que sa fille lui avait confiés 3 semaines avant sa mort. C'étaient des relevés bancaires de Vincent qu'elle avait trouvés dans son bureau. Des preuves du détournement de fonds. Céline avait prévu de tout révéler ce soir-là, d'abord à Julien et Sophie pour avoir leur soutien, puis de confronter Vincent. Mais Vincent avait-il compris ce qui allait se passer? Avait-il réalisé que sa fraude allait être exposée? Était-ce lui qui avait pris la voiture et conduit vers sa mort, incapable d'affronter la honte et les conséquences? Ou était-ce Julien,
bouleversé d'apprendre que son ami de 30 ans l'avait trahi, qui avait perdu le contrôle et provoqué l'accident. On ne le saurait jamais avec certitude. Les 4 personnes qui connaissaient de la vérité étaient mortes cette nuit-là dans les eaux noires de la Loire. Les semaines suivantes virent les derniers détails de l'affaire se mettre en place. L'enquête judiciaire confirma le détournement de fonds de Vincent. Les clients lésés furent remboursés par l'assurance du bureau d'études. L'entreprise où travaillait Vincent n'existait plus depuis longtemps, mais cette révélation tachait la mémoire d'un homme que beaucoup avaient respecté. Marguerite Marchand vécut encore 2 ans après la découverte de la vérité. Elle mourut paisiblement dans son sommeil en avril 2005, à 75 ans. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle avait enfin trouvé la paix, sachant que son fils n'avait pas été victime d'un crime horrible, mais d'un tragique accident. Madame Mercier, la mère de Sophie, s'éteignit 6 mois plus tard. Elle qui avait déjà perdu une fille dans sa jeunesse avait vécu 15 ans d'enfer avant de pouvoir faire son deuil de Sophie. Elle fut enterrée aux côtés de ses 2 filles dans le cimetière familial. Les parents de Vincent retournèrent dans leur ferme de Vendée. Ils ne parlaient jamais de ce que leur fils avait fait, du détournement de fonds. Pour eux, Vincent restait leur enfant, celui qui avait commis une erreur qu'il avait payée du prix ultime. Madame Ferrand continua à tenir son stand au marché de Talensac. Parfois, des clients qui se souvenaient de l'affaire lui exprimaient leurs condoléances. Elle les remerciait poliment et changeait de sujet. Sa fille était morte avec un secret terrible, mais elle était morte en essayant de sauver quelqu'un. C'était ce que Madame Ferrand choisissait de retenir. Le quartier de Chantenay acheva sa transformation. Les derniers entrepôts furent démolis ou rénovés. Des immeubles modernes, des espaces verts, des commerces prirent place là où 4 personnes avaient vécu leurs derniers instants. Personne parmi les nouveaux habitants ne connaissait l'histoire. La vie continuait, indifférente aux tragédies passées. Le restaurant où ils avaient dîné pour la dernière fois changea encore de propriétaire en 2005. Le nouveau gérant découvrit l'histoire en lisant de vieux articles. Il décida d'accrocher une petite plaque discrète près de l'entrée. À la mémoire de Julien, Sophie, Vincent et Céline. Ne jamais oublier. L'inspecteur Arnaud prit sa retraite en 2008. L'affaire des 4 disparus de Nantes resta celle dont il était le plus fier, celle qui avait demandé le plus d'obstination. Avant de partir, il rendit visite aux tombes au cimetière. Il déposa des fleurs et murmura « Reposez en paix, la vérité a fini par éclater ». Thomas Girard vécut avec son remords. Sa peine de prison avec sursis lui fut épargnée, mais il dut effectuer des travaux d'intérêt général. Il choisit de travailler pour l'association d'aide aux familles de disparus que Marguerite avait créée. Pendant des années, il accompagna d'autres familles dans leur quête de vérité, essayant de racheter son silence de 15 ans. Monsieur Valentin ne fut jamais jugé. Il mourut d'une crise cardiaque 2 mois après sa confession, à 82 ans. À son enterrement, seule sa sœur était présente. Il emporta dans sa tombe le poids d'avoir transformé un accident tragique en mystère atroce pour des familles innocentes. L'affaire soulevait des questions troublantes sur la nature humaine. Combien de fois la peur des conséquences pousse-t-elle des gens ordinaires à des actes extraordinairement égoïstes? Combien de tragédies auraient pu être évitées si quelqu'un avait eu le courage de parler? Les recherches dans les archives du bureau d'études où travaillait Vincent révélèrent que plusieurs collègues avaient des soupçons sur ces notes de frais gonflées. Mais personne n'avait osé le confronter directement. Par amitié, par peur de se tromper, par lâcheté peut-être. Si quelqu'un avait parlé plus tôt, Vincent aurait peut-être été sanctionné, aurait peut-être perdu son emploi, mais il serait encore en vie. Céline avait découvert la fraude de son mari et avait choisi de la révéler. Cette décision courageuse lui avait coûté la vie, mais elle avait agi selon ses principes. Dans les dernières heures de sa vie, elle avait préféré la vérité au mensonge, même si cela devait briser son couple et détruire son quotidien. Julien et Sophie, eux, avaient probablement accepté d'accompagner leurs amis ce soir-là par loyauté, par amitié. Ils avaient voulu soutenir Céline dans ce moment difficile. Cette solidarité leur avait été fatale. Et Vincent,
Qu'avait-il ressenti quand il avait compris que son secret allait être révélé? Le remords, la colère, le désespoir. Avait-il pris volontairement cette voiture pour foncer vers le fleuve, cherchant à échapper à la honte? Ou avait-il simplement perdu le contrôle de ses émotions et de son véhicule sous la pluie battante? Ces questions n'auraient jamais de réponse définitive, mais elles interrogeaient sur les choix que chacun fait face à l'adversité, sur le courage nécessaire pour affronter ses erreurs, sur les conséquences imprévues de nos actes. Le cimetière de la Bouteillerie devint un lieu de recueillement pour tous ceux que l'affaire avait touchés. Des inconnus venaient parfois déposer des fleurs sur les tombes, des gens qui avaient suivi l'histoire pendant des années et qui voulaient rendre hommage à ces 4 vies brisées trop tôt. 15 ans d'absence, 15 ans de questions, 15 ans de souffrance pour les familles. Tout cela à cause d'un détournement de quelques milliers de francs, d'une dispute dans la nuit, d'un moment d'inattention au volant, d'un gardien trop lâche pour appeler les secours. La confession rare de Thomas Girard, puis celle de M. Valentin, avaient fini par faire éclater la vérité. Mais cette vérité n'apportait pas la paix espérée. Elle révélait simplement l'enchaînement tragique des événements, la fragilité de l'existence, la capacité de petits mensonges à engendrer de grandes tragédies. Ce cas nous montre comment une série de mauvaises décisions et de silences peut transformer un accident tragique en mystère insoutenable pour des familles innocentes. 4 vies perdues, plusieurs autres détruites par le chagrin. Tout cela à cause de la peur de dire la vérité. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de témoigner immédiatement si vous aviez été à la place de Thomas Girard? Comprenez-vous la panique de M. Valentin ou le condamnez-vous absolument? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie de Nantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez votre like si cette enquête vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus après des années d'investigation.